Chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce journal version française. Nous vous remercions également de nous rejoindre pour vous informer. Tout de suite, concernant les actualités de ce vendredi, durant ces 3 jours d'inscription pour l'acquisition de logements sociaux à Imirtiatousk auprès du bureau du secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat, plus de 1000 personnes se sont déjà inscrites. Le secrétaire d'État est venu effectuer une visite sur les lieux aujourd'hui pour voir le déroulement des inscriptions, mais aussi le besoin des personnes en logement afin d'augmenter les offres. Rappelons que les inscriptions se font uniquement auprès du bureau du SENVH, ex-DLC Anous, durant un mois. Reportage de Naté Rakoutumav sur les images de Nzara Ranjiansu. 1000 personnes se sont inscrites en 3 jours afin d'acquérir les logements sociaux à Imirtiatousk. Les inscriptions ont eu lieu auprès du bureau du secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat. Cette mère de famille est entrepreneur. Elle et sa famille souhaitent ardemment être propriétaires d'une maison, mais il n'y a jamais eu d'offre comme celle qui a eu lieu actuellement. Elle a toujours habité dans une maison qu'elle a héritée selon elle et cela ne lui convient pas. Elle souligne que le prix à payer par mois est relativement abordable et de plus, cela se fait à crédit. Pour Nérine également, car cela fait des années qu'elle est locataire d'une maison et faute de moyens, elle n'a jamais pu en construire. Le secrétaire d'État en charge de l'habitat est venu voir le déroulement des inscriptions, mais aussi pour collecter les doléances des personnes qui sont venues s'inscrire. Comme cette mère de famille de 2 enfants qui loue une maison à 200 000 arrières par mois et qui souhaite aussi acquérir une maison. Elle a déclaré au secrétaire d'État que l'État devrait prioriser ceux qui en ont vraiment besoin, surtout ceux qui travaillent dans le privé et qui n'ont pas les moyens d'en construire. Les offres de logement ne se limitent pas seulement à Imirtiatousk. En effet, divers projets de logement sont en cours et les offres seront adaptées à tous les budgets selon le secrétaire d'État. Ainsi, des logements seront construits à Mbujachim, à Antsirabe et dans d'autres districts. Pour la plupart, les travaux sont déjà en cours. Et pour ceux qui veulent construire, il y a également l'offre d'un titre un logement à Tiafa, mise en place par le président de la République, où l'État octroie le terrain et un titre et la personne peut construire. Le secrétaire d'État Gérard Ndjamanoissou a souligné néanmoins que les locataires de maisons seront priorisés. Outre le projet de 40 000 logements, 20 000 logements seront également construits dans la nouvelle ville d'Alamaswanj. Rappelons que pour cette première édition, les inscriptions se font uniquement auprès du bureau du SENVH à Anous. La session ordinaire de l'Assemblée nationale a également pris fin ce 1er juillet. Les députés ont été pour dire que les réalisations de l'État actuel sont bien réelles. Ces derniers ont également constaté l'impact de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Ils déclarent donc leur soutien à l'État. Sur le volet politique, la présidente de l'Assemblée nationale a souligné que Madagascar ne subit actuellement aucune crise politique. Une concertation nationale n'est donc pas nécessaire comme le réclament les opposants. Reportage de Rad Ramanazatouv, Secharanjianas et Barniena Denilson. Les politiciens malagas sont compétents dans la réalisation de la politique générale de l'État, malgré les crises par lesquelles le pays a dû passer et également les crises mondiales, selon la présidente de l'Assemblée nationale ce jour, durant la clôture de la session ordinaire. Cette dernière a également souligné que les plans de développement et redressement impactent directement le quotidien de la population. Bien que l'État malagasy multiplie les efforts pour le développement du pays, les impacts de la guerre entre l'Ukraine et la Russie touchent également Madagascar. Cette dernière suggère donc le renforcement de la communication avec le peuple malagasy sur la politique de résilience. Concernant la demande des opposants sur la tenue d'une concertation nationale sur une cogestion, la présidente de l'Assemblée nationale a souligné que Madagascar ne subit actuellement aucune crise politique. Une telle demande n'a donc pas lieu d'être. Un rapport de la session a aussi été présenté ce jour. Les députés ont adopté au cours de cette session ordinaire 13 projets de loi, un projet de résolution, incluant également la rencontre avec les membres du gouvernement. La première session ordinaire du Sénat pour cette année 2022, qui a duré 60 jours, a également pris fin aujourd'hui. Le président du Sénat, durant son discours au palais d'Anouskil ce jour, a appelé à la solidarité, au respect et à l'unité entre les Malagas. Détail avec Emir Vlatsfiran. Les 15 projets de loi passés et adoptés au niveau du Sénat durant ces 60 jours de la première session ordinaire de cette année 2022 concernent plusieurs secteurs, dont le secteur foncier, l'investissement au développement local, comme le secteur de l'eau, la réhabilitation routière, le secteur énergétique, l'agriculture, les droits humains, l'éducation et divers autres domaines.
L'on a pu constater les efforts et les réalisations, toujours d'après le président du Sénat. Ce dernier appelle donc à cesser l'appel indirect aux manifestations. L'on doit plutôt s'unir et rester solidaires pour avancer ensemble pour le développement de Madagascar. La clôture a également été l'occasion pour ce dernier de faire un bilan sur la réalisation de son assemblée. Les sénateurs ont pu descendre pour ce premier semestre au niveau de 196 collectivités territoriales. Le Sénat a aussi pu renforcer la coopération avec les parlements étrangers, particulièrement pour la reforestation de l'île. La prochaine session ordinaire du Sénat aura lieu le 3 octobre prochain. Et sur le plan éducatif à présent, les convocations des candidats pour l'examen officiel du BEPC ont toutes été distribuées pour la circonscription scolaire de la ville d'Antananarivo. Cette dernière reste d'ailleurs ouverte pour ce samedi et ce dimanche afin que les candidats n'ayant pas pu avoir leur convocation puissent y passer pour les récupérer. Reportage signé Fangesina Mireille Yves Janel. 26 307 élèves candidatent pour cette année scolaire pour le brevet d'études du premier cycle ou BEPC au niveau de la circonscription scolaire de la ville d'Antananarivo. Ces candidats sont repartis au niveau de 37 centres d'examen. Les convocations des candidats ont commencé à être distribuées le 16 juin. À cet effet, chaque candidat devrait avoir en main sa convocation. Cependant, ceux qui ne l'ont pas encore reçue peuvent passer auprès du bureau de la Cisco de la ville durant ce week-end de 8h à 16h. Certains candidats en provenance de la région sont parfois contraints de passer l'examen dans la ville d'Antananarivo, d'où cette précaution. L'objectif est de permettre à tous les élèves malagasy de passer cet examen selon le chef de la Cisco d'Antananarivo. Les sujets seront délivrés demain dans un endroit sûr et seront distribués au niveau de chaque centre le jour du début des épreuves. La circonscription scolaire d'Avaradjan compte plus de 9700 candidats qui seront repartis au niveau des 30 centres d'examen. À noter que l'examen officiel du BEPC aura lieu du 4 au 7 juillet, c'est-à-dire la semaine prochaine. Et à 3 jours du début de cet examen du BEPC, tous les élèves sont prêts pour ce week-end. Ils reviseront une dernière fois les matières où ils rencontrent des difficultés. Et pour soutenir les élèves du Fuktan de Belanch, une association leur a fait don aujourd'hui des fournitures scolaires. Christelle sur les images de Yves Janel. Jour J-3, les élèves de la classe de 3e sont prêts à affronter les épreuves du BEPC. Il existe encore des matières qu'ils redoutent comme la physique, les mathématiques et l'histoire-géographie, mais ils consacreront ce week-end à la révision finale. L'association des directeurs d'école dans le district d'Avaradjan a soutenu 65 élèves issus des écoles du Fuktan de Belanch à ce jour en leur offrant des kits scolaires. En plus du secteur éducatif, l'association est également impliquée dans les secteurs sociaux et environnementaux. Tout citoyen malagasy peut se porter acquéreur de terrain domanial. La procédure dure au minimum 6 mois. Une procédure à simplifier pour faciliter l'accès à la terre aux Malagasy, mais également pour leur permettre de bénéficier de leurs droits fonciers, selon les explications du directeur des domaines et de la propriété foncière lors de la porte ouverte foncière qui a eu lieu ce jour à Anoussi. Reportage sur les images de Yves Janel. Le terrain domanial est une propriété foncière étatique ou encore une propriété foncière non aménagée. Tous les citoyens malagasy, même les mineurs mais représentés par les parents, peuvent s'en porter acquéreurs. Les étrangers ne peuvent pas avoir un droit de propriété, mais peuvent effectuer un bail emphytéotique, selon les explications du directeur des domaines et de la propriété foncière ce jour. Pour la demande de terrain domanial, le demandeur doit en premier limiter et présenter le plan du terrain demandé, puis présenter la demande au niveau des services fonciers. Ces derniers se chargeront ensuite des systèmes à mettre en place pour la procédure, de la descente sur le terrain domanial aux étapes techniques. Si le terrain est disponible, il lui sera vendu suivant la fourchette de prix définie par un décret y afférent. La vente se fait uniquement suite à une décision étatique. Pour le premier semestre de cette année 2022, 2622 hectares de terrains domaniaux ont été nouvellement titrés. Dans le cadre de cette demande de terre domaniale, la procédure dure au minimum 6 mois, mais cela peut s'étendre sur quelques années en tenant compte des difficultés ou litiges fonciers sur le terrain demandé. Cette demande de terrain domanial a été le thème discuté ce jour lors de la porte ouverte foncière qui se tient chaque premier vendredi du mois au niveau de tous les bureaux fonciers de l'île. Cette initiative a été prise afin d'informer les Malagasy sur les procédures foncières pour les aider et surtout pour leur faire bénéficier les droits fonciers dans le cadre de la facilitation de l'accès à la terre aux Malagasy.
La signature d'une convention le 21 juin entre le ministère de tutelle de l'OMDA ou Office malagasy des droits d'auteur et une entreprise privée n'a pas été approuvée par le conseil d'administration de l'OMDA. Selon Samuel Sejour, les membres du conseil d'administration s'opposent donc à cette convention qu'ils jugent irrespectueuse vis-à-vis de la structure des artistes et des auteurs. Andoniana Martina. Cela fait maintenant 5 mois que l'administration au niveau de l'OMDA est bloquée depuis que le directeur a été démis de ses fonctions. Le nouveau directeur n'est pas encore nommé, l'OMDA n'est donc pas totalement opérationnel à l'heure actuelle. L'heure n'est donc pas à la signature d'une quelconque convention selon Samuel Sejour. Ce dernier, avec les autres membres du conseil d'administration, s'oppose donc à cette convention entre le ministère de tutelle et une entreprise privée signée le 21 juin dernier. Seule l'Assemblée générale peut prendre une telle décision. C'est également la deuxième fois que l'on a tenté de passer outre l'Assemblée générale, selon toujours Samuel, tout comme le conseil d'administration qui n'a pas été mis au courant de cette convention. Les membres sont départagés sur la situation. Ces derniers auront prochainement une réunion d'urgence, toujours dans le cadre de cette affaire, d'après les explications. Et concernant les actualités à l'échelle internationale de ce vendredi en Ukraine, c'est le cimetière des héros dans cet océan bleu et jaune. Yulia, une jeune veuve, est venue rendre hommage à son mari, mort d'un éclat d'obus en plein cœur. Depuis le 24 février, l'Ukraine affirme perdre entre 100 et 200 soldats par jour. D'après ce reportage de France 24. En Ukraine, c'est le cimetière des héros. À chaque sépulture, son drapeau. Dans cet océan bleu et jaune, une jeune veuve sur une tombe. Et derrière elle, un défilé d'obsèques. Le mari de Yulia, soldat, est mort d'un éclat d'obus en plein cœur il y a 3 mois. Il était tout pour moi et j'étais tout pour lui. La guerre, ce sont des morts, mais jamais je n'aurais pensé qu'elle prendrait mon mari. Maxime et Yulia Voronkova. Elle a 20 ans quand elle le rencontre à l'hôpital. Elle est infirmière, il est son patient. Mariés, ils espéraient un enfant pour l'année prochaine. L'histoire de Maxime ou celle d'une génération d'hommes fauchés par la guerre. L'Ukraine mérite ce sacrifice, mais quelle dureté. Je crois en notre victoire. Le pays doit garder espoir, mais quant à moi, mon avenir, c'est une autre histoire. L'Ukraine affirme perdre entre 100 et 200 combattants par jour. Des hommes entre 20 et 50 ans. Ici, à Sloviansk, dans le Donbass, il suffit de lire les dates de naissance sur les tombes pour le confirmer. Ce matin, c'est un jeune homme de 26 ans, orphelin de père et mère, que ses camarades soldats mettent en terre. Je ne compte plus ceux que j'ai enterrés, des dizaines, peut-être 100. Autour du cercueil de Sergueï Bolobkov, certains soldats en uniforme ont tout juste 20 ans. On a du chagrin, de la peine et de la haine pour l'ennemi. Et c'est dur moralement. Des bataillons décimés, des milliers de blessés. C'est l'aumônier militaire qui voit cette génération meurtrie. Ce sont des hommes intelligents, brillants qui s'en vont. Ceux qui pouvaient rendre notre société meilleure. Nous perdons le cœur de la nation. Jusqu'où pourra aller l'Ukraine dans ce sacrifice ? Au grand cimetière des héros, une image frappante. Ces tombes fraîchement creusées pour les prochaines obsèques, comme un alignement qui semble ne pas finir. La Cour suprême américaine a imposé jeudi des limites aux moyens et à la capacité des autorités fédérales d'imposer des réglementations visant à réduire les émissions de gaz carbonique, compromettant les objectifs de l'administration Biden en matière de lutte contre le changement climatique. Reportage de France 24. La Cour suprême des États-Unis a donc à nouveau tranché ce jeudi, je cite, « L'Agence nationale de l'environnement américaine n'est pas compétente pour imposer une législation à l'échelon fédéral. »
Aujourd'hui, 6 juges de la Cour suprême ont pris une décision sur le cas de la Virginie occidentale contre l'Agence pour la protection de l'environnement, qui est extrême et extrêmement impopulaire. Cela supprime certaines des voies vers l'action climatique que nous avons ici aux États-Unis en attaquant certains des droits des agences de protection de l'environnement. Et cela dit aussi que ces juges qui ne sont pas élus, en fait 5 d'entre eux ont été nommés par des présidents qui n'ont pas remporté le vote populaire, pensent avoir la meilleure expertise pour décider de la politique climatique appropriée. Cela va être plus dur pour le président Biden de réduire notre contribution à la crise climatique et de sortir l'Amérique et le monde du charbon, du pétrole et du gaz et des dictatures dans le monde qui contrôlent ces ressources. Donc ce sera plus dur que ça ne l'est déjà, mais il peut toujours le faire et nous comptons sur lui pour avancer encore plus qu'actuellement. On l'aura compris, Joe Biden aura beau protester, il s'agit là d'un net recul dans la mise en œuvre de son programme de lutte contre le réchauffement climatique. Le président chinois a célébré vendredi à Hong Kong le 25e anniversaire de la rétrocession du territoire par le Royaume-Uni à la Chine, l'occasion pour Pékin pour affirmer le principe un pays, deux systèmes et d'afficher son contrôle de Hong Kong. Toujours un reportage de France 24. C'est une cérémonie en grande pompe et sous haute sécurité. Xi Jinping est venu célébrer à Hong Kong les 25 ans de la rétrocession de l'ancienne colonie britannique à la Chine. L'occasion également pour le président chinois d'introniser le nouveau chef de l'exécutif hongkongais qui a prêté serment devant lui. Aujourd'hui, c'est avec un cœur humble que j'ai prêté serment devant le président de la République populaire de Chine. Le principe « un pays, deux systèmes » est la meilleure protection institutionnelle de Hong Kong et la pierre angulaire du maintien de la prospérité et de la stabilité à long terme de Hong Kong. John Lee est le premier dirigeant de Hong Kong issu du milieu policier. L'ex-patron de la sécurité hongkongaise a notamment supervisé la répression du mouvement pro-démocratie en 2019. Une période durant laquelle de gigantesques manifestations ont été étouffées à coups de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc. Une réponse policière violente qui lui a valu d'obtenir la confiance du régime chinois. Avec ce déplacement, Xi Jinping entend afficher son contrôle après avoir resserré sa mainmise sur le territoire avec la loi de sécurité nationale qui rend désormais impossible toute manifestation. Après la réunification avec la mère patrie, les Hongkongais sont devenus les maîtres de leur propre ville. Ils ont réalisé que Hong Kong était administré par ses citoyens avec un haut degré d'autonomie. La vraie démocratie de Hong Kong est née à ce moment-là. Pour éviter toute source d'embarras pendant le séjour du président, près de 7000 policiers ont été mobilisés et plusieurs personnes arrêtées. Et c'est également la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Restez sur Viva car tout de suite après cette édition, vous avez rendez-vous avec l'émission Data avec Jean-Claude Angiamalal.